sommes ravis de vous retrouver donc à l'IMA à Paris, l'Institut du monde arabe, pour 200 millions de critiques, cette émission culturelle que le monde entier nous envie. Avec notre camarade Michel Serruti, donc en provenance, vous le savez, de Suisse, avec Alain Gerlache qui nous a mis une petite veste bleue en comme hommage à ciel, Bonnard. Les cieux de Bonnard. Voilà, les ciels, Bonnard. doit-on dire. Hein. Avec évidemment Yves Bigot qui dirige TV5 Monde, car vous savez que nous sommes sur TV5 Monde et nous en sommes tous très fiers. Avec Mathieu Dugal, donc, qui nous vient du Canada et du Québec. Mathieu, je suis ravi de vous retrouver, évidemment, car je sais que vous prenez l'avion de très loin pour venir nous voir. Et avec Estelle Martin, qui est ma voisine du point de vue de la topographie des noms. Durand, Martin, c'est un couple que le monde entier s'arrache. C'est bien connu. Voici le sommaire, l'émission est partie. Une grande exposition consacrée à Pierre Bonnard a lieu en ce moment au musée d'Orsay à Paris. Cette magnifique rétrospective va ensuite voyager dans le monde. Elle sera à Madrid à partir du mois de septembre et à San Francisco en 2016. Pierre Bonnard, artiste prolifique et lumineux, contemporain de Matisse et pourtant moins connu que ce dernier, phénomène étonnant dont nous parlons aujourd'hui. De Montreux à Saint-Louis au Sénégal, en passant par Marcillac au Montréal, la francophonie est depuis longtemps terre d'accueil du jazz au travers de grands festivals. Le jazz et la francophonie, une histoire que nous allons aborder aujourd'hui avec le témoignage d'un grand du jazz, Aldo Romano. Le Salon du Livre de Québec a lieu en ce moment et à la fin du mois, c'est à Genève que le livre tiendra salon. Ceux de Paris et de Bruxelles, tout juste terminés, sont en baisse de forme au niveau de la fréquentation du public et les exposants font parfois défection. Les salons du livre sont-ils en danger? Nous en discuterons. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 200 millions de critiques, c'est parti. Nous allons parler maintenant, c'est le premier sujet de l'émission, de Pierre Bonnard. Peintre, graveur, photographe, illustrateur et sculpteur français. Donc Pierre Bonnard, contemporain d'Henri Matisse, est l'une des figures marquantes de l'art au XXe siècle. Le musée d'Orsay à Paris lui consacre une grande rétrospective. Il y aura foule jusqu'au 19 juillet prochain. L'occasion pour nous de tenter, entre autres, de comprendre pourquoi Matisse a une notoriété mondiale supérieure à celle de Pierre Bonnard. Juste après ce sujet de nos confrères de France 2, que voici. Voilà Pierre Bonnard tel qu'il se voit, visage tendu, regard inquiet. Né en 1867, il appartient à la génération qui succède aux impressionnistes. Toute sa vie, il refusera d'être assujetti à tel ou tel courant de l'art moderne, préférant naviguer en solitaire. Ses 4 toiles d'un vert profond reprennent ses thèmes favoris, la vie intime, le jardin, une vision idéalisée du monde. Bonnard aime bien saisir le côté imprévisible de la vie, le côté spontané, et qu'il va traduire dans ses tableaux, par exemple, dans des motifs qui sont coupés par le bord du cadre, ou dans des petites scènes qui se jouent à l'arrière-plan, comme par exemple cette scène de basse-cour avec les poules, les coqs. C'est quelque chose d'éternel, et en même temps, c'est cet instantané de la vie qui l'intéresse vraiment. Bonnard suspend le temps et fait durer l'éphémère, comme dans La Loge, l'un de ses tableaux les plus célèbres. Sa femme Marthe est son modèle presque exclusif. Les tableaux qui la représentent à sa toilette ou allongée dans une baignoire sont ses chefs-d'œuvre. Comme Gauguin, qui l'admire beaucoup, Bonnard est aussi un maître de la couleur. On voit bien que Bonnard travaille par couches, il va superposer des nuances, superposer des couleurs, avec des laques transparentes, avec des couleurs qui parfois peuvent s'opposer violemment, ou au contraire se fondre en douceur. Bonnard retravaille inlassablement ses tableaux. Selon la légende, il va jusqu'à les retoucher dans les musées où ils sont exposés. Il s'est éteint au Canet en 1947, dans cette lumière méditerranéenne qui sublime ses derniers tableaux. La dernière grande exposition qui avait été consacrée donc à Pierre Bonnard avait recueilli 340 000 visiteurs en 2006. Le musée d'Orsay est le musée qui possède le plus de Bonnard au monde. C'est un peintre français donc, qui est né au milieu du 19e siècle et qui nous a quittés donc, au milieu du 20e siècle. Grande rétrospective et l'occasion, je citais au début de cette émission les propos de Picasso qu'il prenait pour un abruti, donc de réfléchir ensemble à cette exposition et à ce que représente Bonnard. Qui se jette le premier dans la fosse? Yves. Le tropézien, comme Pierre Bonnard l'est devenu à partir de 1909, où Oui, il a rejoint
la petite école de Saint-Tropez, initiée par Paul Signac, qui est le vrai maître de la couleur, qui a attiré autour donc, de ce petit port de la Méditerranée, non seulement Matisse, mais de très nombreux peintres français, dont Henri Manguin, qui a accueilli chez lui Pierre Bonnard en 1909. C'est le moment, en fait, où il découvre la Méditerranée et où il découvre ses couleurs. C'est son chemin de Damas à lui, pour autant que... D'ailleurs, il a fini sa vie au Canet, il vivait au Canet. Absolument, et il a été fasciné par toute cette région. Il s'est installé chez Signac après, à la Villa Joséphine, il est revenu chez Manguin. Il a passé une bonne vingtaine d'années à Saint-Tropez, puis ensuite dans la région de la Côte d'Azur. Et d'ailleurs, pas plus tard que l'année dernière, au printemps, le musée de l'Annonciade, remarquable petit musée tropézien, avait une exposition qui était consacrée aux nus de Marthe. Marthe, c'était Madame Bonnard, avec énormément d'inédits. C'est horrible dans sa vie de passer à la postérité en s'appelant Madame Bonnard. 380, il a peint 380 fois. Ouais, ce qui prouve une certaine constance. Voilà, puis ce qui est horrible, c'est qu'elle ne vieillit jamais. Oui, non, pardon, elle ne vieillit jamais, Votre c'est carrière à déprimant. TV5 Monde est en danger. Laissez terminer le chef. Non, j'en terminais simplement en disant que justement au musée de l'Annonciade, on avait présenté au printemps dernier de nombreux inédits qui étaient des dessins, des croquis, etc. Tous de Marthe, et tous de Marthe, comme dirait Virginie Hoc. Alors, qui enchaîne? J'ai été effectivement voir, comme beaucoup d'entre nous, l'exposition Bonnard à Orsay. C'est une très belle exposition. Et ce qui m'a frappé, il y a deux choses moi, qui m'ont frappé par rapport à Bonnard, qui est un peintre que je connaissais sans véritablement connaître. C'est tout d'abord, lorsque vous êtes exposé à ces toiles véritables et à la dimension des toiles, qui sont évidemment autre chose que les reproductions que vous pouvez en avoir, soit sur Internet, soit dans les bouquins. Et puis, véritablement, les toiles vibrent. Il y a un jeu sur la couleur, ce n'est pas simplement ce que les critiques mettent en avant, il y a une véritable vibration des couleurs et de son association des couleurs, et ces tableaux ont quelque chose qui émane d'eux, qui vous touche. Avec, par contre, alors c'est intéressant parce qu'on parlait de Marthe, c'est que la succession, en tout cas pour moi, je ne sais pas si je suis trop émotif, parce que Bonnard, on dit aussi beaucoup que c'est un peintre de l'émotion, de l'intuition, plus que Matisse peut-être, dont on pourra parler tout à l'heure, c'est que la suite de ces tableaux a fait qu'à un certain moment, moi j'ai éprouvé presque une certaine tristesse, en tout cas c'était l'émotion que j'avais, devant certes la beauté des couleurs, l'association des couleurs, mais aussi une certaine disparition presque des êtres. Marthe est toujours représentée, on ne sait pas si elle sourit, si elle est heureuse, si elle n'est pas heureuse, enfin elle est présente. Elle est rarement habillée, enfin. Elle est rarement habillée, mais voilà, j'ai regardé son visage, et peut-être que vous avez regardé autre chose, j'ai essayé de regarder son visage. Enfin, il y a différentes expressions. Alors là, ça serait difficile parce qu'elle est toujours presque tout le temps de dos, Non, je sais. Michel. Hein, Mais vraiment, là, vous pas essayez dans de la faire baignoire. part des choses. Pas dans la baignoire. Mais dans la Estelle. baignoire, mais ce qui est curieux, et c'est vrai que c'est aussi, on dit toujours que Bonnard c'est le peintre de la joie, mais dans les baignoires, souvent on voit des corps comme ça qui sont comme suspendus, ou même qui se dissolvent dans l'eau. Et quand on sait que sa notamment. maîtresse s'est suicidée quand il s'est marié avec... oui, pensons à René, je crois qu'elle s'appelait René, René, hein, oui, c'est ça, absolument. René, sa René. maîtresse qui s'est suicidée parce qu'il s'était marié avec Marthe et qu'elle devient en fait une sorte d'Ophélie, encore faut-il le savoir, mais c'est vrai que ces corps qui flottent dans ces baignoires, il y a une impression assez curieuse et on n'est plus du tout dans la joie, dans le bonheur comme on le dit souvent Mais pour en Pierre même temps, Bonnard. ce qui est intéressant dans cette expo-là, puis je pense que c'est pour ça aussi que Picasso était pas un grand fan, autant Picasso réinventait ou avait la prétention de réinventer l'histoire de l'art à chaque peinture, autant chez Bonnard, on sent que on se fout des avant-gardes, on se fout des modes. C'est pas quelqu'un qui veut absolument révolutionner la peinture. Et moi, je me suis pris à oublier à un moment donné à quelle époque les peintures avaient été réalisées parce que, Enfin, on est dans à le la limite, post-impressionniste. parce que oui, S'il n'y mais avait pas eu les impressionnistes, il n'y aurait pas Bonnard. oui, mais en même temps, on regarde le style au début de sa carrière, à la fin de sa carrière, il n'y a pas tant de différence. Bon, peut-être que les spécialistes vont trouver beaucoup de choses à redire contre ce que je viens de dire, mais quand même, c'est intéressant de voir que c'est quelqu'un qui s'est bien placé dans un style de peinture, puis il a suivi son chemin. C'est de la lumière, c'est un beau travail sur la lumière, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas révolutionner la peinture. Et moi, j'aime ça de voir quelqu'un
qui veut faire juste quelque chose qui lui tente et qui ne veut pas prouver au monde que c'est nécessairement Alors. le plus grand, le meilleur et tout. C'est pour cela que j'aime Matisse et Picasso qui parlent. Il sait toujours faire un choix intellectuel entre les couleurs. Ne me parlez pas de Bonnard. Je n'aime pas Bonnard. Je ne veux pas être touché par ce qu'il fait. Ce n'est pas vraiment un peintre moderne. Il obéit à la nature. Il ne la transcende pas. Cette façon de surpasser la nature est activement poursuivie dans l'œuvre de Matisse. Bonnard n'est qu'un néo-impressionniste, un décadent, un crépuscule. Et je reviens à l'argument que tu disais tout à l'heure, qu'il ait un peu de sensibilité ou plus de sensibilité qu'un autre n'est rien qu'un défaut supplémentaire à mes yeux. Bang! Bah, c'est sûr que ce n'est pas les Demoiselles d'Avignon ou Guernica, la peinture de Bonnard. C'est vrai que c'est la nature, y compris la nature humaine, et simplement un peu transcendée par la couleur, comme c'était le cas de Signac, qui est son maître, comme c'est le cas de Gauguin, finalement, à peu près dans les mêmes époques. C'est-à-dire, c'est la découverte de la couleur flamboyante, presque d'une forme de pré-azur psychédélique, par rapport à la peinture historique, qui était une peinture, les Flamands, les Hollandais, etc., une peinture, et comme leur télévision d'ailleurs, mais qui est extrêmement sombre, qui joue sur les ombres, etc. Alors que là, c'est la découverte de la Méditerranée, des couleurs, de l'azur, puis des couleurs qui vous aveuglent d'une certaine façon. Alors ça peut être irritant. Il y a des tas de gens qui, par exemple, préfèrent le Canada à la Californie. On parlait plutôt tout à l'heure dans le début de l'entretien, pardonnez-moi, puisque dans le début de l'entretien, puisque Matisse est aussi un peintre de la couleur, et Picasso a donné son point de vue, c'est qu'il choisit, il ne s'inspire pas de ce qu'il voit dans le ciel. Donc c'est aussi pour ça que Matisse, par exemple, qui vivait dans la même région, avec ce même goût de la lumière, et qui respectait beaucoup Bonnard. Les deux se respectaient. Bien sûr, il y a toute la correspondance. Ils se sont écrits beaucoup. Voilà, la correspondance est vraiment splendide. Édité. Elle est éditée. Et même si on dit on les oppose, Mais oui. c'est un peu... Mais ça fait partie un Mais je peu trouve du que c'est un- jeu. C'est comme les Beatles contre les Rolling Mais Stones. mais il faut c'est ça, toujours Johnny opposer Hallyday, pour- ou Johnny Hallyday contre Claude François. Et s'il y en a un qui est plus connu que l'autre, ou plus célèbre, bah, c'est peut-être parce qu'il avait un meilleur community manager pour gérer sa page Facebook. Non, mais c'est que dans C'est de l'histoire la de l'art, com, je veux dire. Aujourd'hui, c'est plus le cas parce que je crois que nous sommes actuellement dans le grand n'importe quoi. Non, mais c'est que je veux L'exposition, dire, je le rappelle, est au musée d'Orsay. Il s'agit de Pierre Bonnard. à propos de Matisse, c'est pour revenir à l'émotion et à l'œuvre. Je veux dire, on n'est pas obligé de systématiquement comparer les gens entre eux. Voilà, c'est tout. Mais pourquoi on devrait aussi... Pardon. non, vas-y. Mais pourquoi on devrait donner une plus-value à l'avant-garde par rapport à quelqu'un qui se plaît dans des formes consacrées? Je ne vois pas pourquoi le fait d'appartenir à une soi-disant avant-garde te donne une espèce de stature plus grande dans l'histoire de l'art. si on ne peut pas comparer Picasso et Bonnard. Non, mais ça veut c'est rien beaucoup dire. Je veux plus dire, simple. est-ce que c'est quelqu'un qui a bien fait ce qu'il a fait? Est-ce qu'il permet de comprendre le monde différemment de manière intelligente? Oui. Bon, ben... Loin de cette agitation médiatico-journalistico-critique, etc., il y a aussi des petites choses à découvrir. Et à propos de Matisse, moi, je voudrais quand même vous conseiller, quand Homme vous êtes du dans Nord. le Nord, Homme du justement, d'aller à Cateau-Cambrésis, dans le département du Nord, voir le musée Matisse, qui a hérité de toute une partie de sa collection, qui a été enrichie après avec d'ailleurs d'autres œuvres, hein, des Picasso, des Chagall, etc. Et c'est la dotation Thériade. Hein, et ça a été d'abord installé dans l'hôtel de ville et puis dans une ancienne bâtisse à caractère religieux, le bâtiment Fénelon. Et c'est vraiment un très très beau petit musée, un peu perdu dans cette ville très très marquée par le déclin de la Industriel. région, mais à voir aussi, et c'est l'occasion de montrer aussi à quel point justement de petites institutions culturelles comme cela, du moins à l'échelle mondiale, mais qui disposent d'un patrimoine très riche, peuvent aussi contribuer à amener des gens dans des régions qui, sinon, sans doute, n'en recevraient pas beaucoup. Premier tweet de Canucci. Citation de Pierre Bonnard, il ne s'agit pas de peindre la vie, il s'agit de rendre la peinture vivante. Diane Chenouda, journaliste culture d'Europe 1, a fait un tweet enthousiaste sur l'exposition du musée d'Orsay, irradiant et merveilleux Bonnard. Et pour finir, un tweet clin d'œil du journaliste Grégoire Leménager, journaliste au service culture du journal français Le Nouvel Observateur. Vous avez demandé le patron de la couleur, ne quittez pas le musée d'Orsay. Vous passe Pierre Bonnard, ce pyromane. Vous laissez évidemment
vos tweets sur hashtag 200 millions de critiques et vos messages sur le site internet donc, de TV5 Monde. Nous allons parler du jazz et de l'espace francophone. C'est évidemment un thème qui nous tient particulièrement à cœur. De Montreux à Port-au-Prince, en passant par Marcillac ou Montréal, la francophonie est depuis longtemps terre d'accueil du jazz sous toutes ses formes, sous toute nationalité, au travers de festivals qui rayonnent dans le monde entier, mais dont certains se sont vraiment enracinés ici, dans l'espace francophone. Le jazz et la francophonie, c'est une histoire que nous allons aborder aujourd'hui avec un immense jazzman d'origine italienne, immigré très jeune, donc en France, qui vient de sortir son autobiographie. Il s'agit d'Aldo Romano. Si je n'avais pas rencontré le jazz, si le jazz ne m'avait pas rencontré, je ne serais pas musicien. Que c'est cette liberté-là qui m'a plu, qui a fait que j'avais envie de connaître cette musique et de la faire. Le jour où j'ai sauté sur la batterie, c'était un jour où la batterie était libre dans le club qui s'appelait le Caveau de la Huchette. Et je me suis installé derrière la batterie et c'est venu presque naturellement. Peut-être que j'avais déjà un sens du rythme. Le sens du rythme, c'est quelque chose qui est inné, qui ne s'apprend pas. C'était déjà inscrit en moi cette veine un peu mélodique, héritée sûrement de mes écoutes des chansons italiennes et françaises, d'une certaine manière. Et je me nourris des autres, et des jeunes musiciens. Oui. Ce qui est important, c'est ce que j'entends, ce que j'écoute, ce que les gens m'apportent. C'est ça qui est important. Voilà pour le sujet. Donc commençons par ces festivals qui jouent un rôle essentiel et par une transhumance que tout le monde connaît dans l'histoire de la musique, c'est-à-dire ces musiciens qui, juste avant la guerre, je parle de la Seconde Guerre mondiale et juste après cette Seconde Guerre mondiale, sont venus ici même en Europe, mon cher Yves. C'est la base. Alors la base, effectivement, c'est la venue pour des questions simplement de racisme aux États-Unis, pour lesquelles tous les plus grands musiciens de jazz, à commencer par Miles Davis, qui ici pouvait vivre une aventure avec Juliette Gréco, chanteuse blanche, ce qui lui était interdit aux États-Unis. Mais puisqu'on parle ici du jazz francophone, et on parlera des deux meilleurs festivals du monde, l'un à Montreux, l'autre à Montréal. Montréal est meilleur. Montréal est le meilleur après Il est en Montreux. forme, il est en... Mais le jazz francophone, si une telle chose existe, c'est le jazz d'avant-guerre. C'est le jazz manouche, c'est Django Reinhardt, qui est belge. D'ailleurs, c'est Stéphane Grappelli, qui lui est cannois. C'est par la suite leurs élèves, les Solal, Portal, etc. Didier Lockwood, Jean-Luc Ponty, surtout, qui est la superstar française du jazz post-Grappelli et Django Reinhardt. Tout Stillmans, j'allais en parler, évidemment. Hein, 93 ans. L'oncle de l'ancien bourgmestre de Bruxelles, donc l'harmoniciste Toots Stillmans, Michel Petrucciani aussi, mais stylistiquement... Michel Portal et les autres. Bien sûr, mais stylistiquement, le seul jazz entre guillemets francophone que je connais, c'est le jazz manouche, c'est le quintet du Hot Jazz Club de France. Voilà. Par la suite, le jazz francophone, ça n'existe pas. Il y a des francophones qui jouent remarquablement du jazz, mais il n'y a pas d'école, comme il existe en revanche en Allemagne, en Scandinavie, par exemple, l'école ECM, qui là est un véritable style musical, de Jan Garbarek à Carla Bley, etc. Mais le jazz francophone, ça n'existe pas en tant que style de musique. Michel Serrault. Ce qui est intéressant, Yves, c'est effectivement, je peux être que d'accord avec vous, il n'y a pas de jazz francophone. Le jazz est par essence une musique qui est universelle et qui se veut sans frontières. Par contre, ce qui est intéressant, ce qu'on a tendance des fois un tout petit peu à oublier, c'est l'importance qu'a eu
Alors, l'espace francophone et même Paris, d'une manière, on va même réduire à Paris, bien que la Suisse ait eu un rôle, bien que la Genève, Belgique aussi. Montreux, Voilà. Bruxelles. Mais plus tard, mais je vous parle vraiment d'avant-guerre même, dans les années 20 déjà, de comprendre Et Alain s'en souvient. le rôle qu'a eu. Ouais, un petit peu. Le rôle qu'a eu cet espace-là, ces régions-là, dans ce que le jazz est devenu et l'importance qu'a le jazz aujourd'hui. Parce qu'il faut bien savoir que si le jazz aujourd'hui est un art artistique qui a l'importance qu'il tient, c'était de loin pas le cas quand il est né, et en tout cas pas aux États-unis, où c'était vraiment une musique de divertissement qui était reléguée au fin fond des caves. Musique de danse. Et à aussi. laquelle, alors, encore plus tard, encore après les années 40, enfin les années 30 même avec Duke, et qui n'intéressait personne. On avait un regard là-dessus qui était totalement inintéressé. Et quand les premiers artistes sont arrivés ici, je pense à Sidney Bechet qui accompagnait par exemple Joséphine Baker et autres, ou Louis Armstrong, ils sont tombés de leur chaise, les gars, quand ils sont arrivés ici, parce que tout d'un coup, on les prenait au sérieux, on les adulait, on les traitait en stars. Et ils pouvaient surtout rentrer dans les hôtels, dans les restaurants, ce qui n'était pas le cas aux États-Unis. Donc ils sont tombés de l'armoire. Et ça a eu comme effet, alors tout d'un coup, de se valoriser, de valoriser. Cet art a été pris au sérieux. Les premiers collectionneurs on a commencé à discuter, on a créé les autres clubs, enfin tout ça. Donc il y a eu un véritable accueil sérieux. Et ça, on le doit, enfin c'est historiquement prouvé, c'est pas les États-Unis, ça c'est Paris, c'est l'espace francophone, c'est la Belgique, c'est la Suisse, qui a donné ces lettres d'or, ces lettres de noblesse au jazz, qui en plus, après, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, s'est encore accru, parce que là, il y avait le racisme, il y avait les drogues, il y avait la liberté, enfin, qui a fait que bon nombre de musiciens, aussi forts de l'expérience que l'avaient raconté leurs aînés, ou qui avaient vécu l'avant et l'après. Sidney Bechet a fait les deux. Sidney Bechet, après, il est resté de 49 à 59 en Europe, en Suisse notamment beaucoup, parce qu'ils se sont dit... Don Byas, etc. Johnny Griffin, qui pendant 15 ans est plus rentré, parce qu'il s'est dit, moi, je veux rester ici, les gars. Oui, mais en même temps, Alain Gerlach. En même temps, tout immense, Yves en a parlé, il commence avant la guerre, en effet, écouter Django Reinhardt, etc. Et puis après la guerre, au début des années 50, qu'est-ce qu'il fait ? Il va aux États-Unis. Bien sûr. Et donc, il y a le mouvement aussi inverse, avec un certain nombre de gens d'ici qui vont là-bas, voilà, aux États-Unis, et qui, après, font des carrières... Oui, mais après, font des carrières évidemment mondiales. Et ce qui est intéressant aussi, il y a également à Liège, qui est un foyer d'amoureux du jazz en Belgique. Il y a un festival qui se déroule chaque année. Ce sera cette année-ci du 7 au 9 mai. J'ai lu un petit peu ce qu'ils décrivent dans leur volonté de faire évoluer justement l'amour du jazz, parce que le jazz, pour une série de générations, ça peut paraître une musique un peu dépassée ou ancienne, pas pour tous, mais puis vous parlez du jazz à des jeunes générations, ça peut leur paraître en effet un peu décalé, mais en même jazz, temps, tout voilà, ça, etc. il y a une volonté dans ce festival notamment de s'ouvrir à d'autres musiques, à d'autres courants, d'intégrer la musique du monde, d'intégrer des influences hispaniques, etc. Cela dit, ça a toujours existé aussi. Le lien, par exemple, entre le jazz et la musique brésilienne dans les années 60 est très marqué. Alors, je reprends ma question et on va enchaîner sur Montréal. Pourquoi les festivals sont essentiellement dans l'espace francophone ? Plus parce qu'à un moment, il y a eu Newport, qui est des grands festivals de jazz aux États-Unis, mais maintenant, on a l'impression que c'est l'été en Europe que ça se passe, ou à Montréal, par exemple. Je pense qu'à la base, ça prend des passionnés, puis ça prend des gens qui... Et c'est peut-être pas anodin le fait que c'est à Montréal, parce que Montréal a quand même été pendant longtemps une grande ville de jazz. Il ne faut pas oublier qu'Oscar Peterson vient de Montréal. Il y a Maynard Ferguson aussi, ses fils spirituels, Oliver Jones, entre autres choses. Et là, il y a toute une nouvelle génération de musiciens qui montent à Montréal. Il y a le trio Jérôme Beaulieu. À Québec, il y a Guillaume Bouchard, Vincent Gagnon. Alors, on sent toute une nouvelle génération francophone, en tout cas, parce qu'il y a des Anglais aussi, par exemple, Chet Doxess aussi, qui est très connu. Oui, Diana Krall, par exemple. Il y a Diana Krall aussi, qui est plus dans le jazz grand public, mais quand même néanmoins une excellente musicienne. Mais ça prend des passionnés. Et à Montréal, ça a été André Ménard, Alain Simard qui sont allés avec une proposition qui était quand même audacieuse. Ils ont créé un festival de toutes pièces qui est devenu... une locomotive culturelle, mais pas seulement au Québec, pas seulement au Canada, mais dans le monde, et tout ça à partir du jazz. Bon, les puristes de jazz vont dire le festival renie un peu ses origines. D'ailleurs, il y a des musiciens de jazz qui disent c'est plus un festival. Le procès a lieu pour tout le monde. Mathieu, Montreux. L'exemple même, c'est Montreux. On ne peut pas parler de ce sujet sans parler de Claude Nobs, apprenti cuisinier, fan d'Atlantique, qui part aux États-Unis, qui va à la réception des disques Atlantiques en disant est-ce que je pourrais voir un des frères Artegun. C'est ça. Qui n'en revient pas de savoir que quelqu'un vient de Suisse pour le voir, le reçoit et il monte avec l'Office du tourisme, mais avec ses petits bras.
le festival de jazz de Montreux, qui effectivement est extrêmement œcuménique et qui a été critiqué pour les mêmes raisons, parce qu'on y voit aussi bien des stars du rock que des gens de la musique brésilienne, que du blues, etc. J'aimerais juste C'est ajouter un vous, truc. Michel, Pour répondre- tâchez d'être pertinent pour conclure. Non, voilà. Faites, voilà, allez-y. Non, pour répondre à ta question, Car juste parce que après, tu nous allons parlais sortir la mitrailleuse pourquoi l'émergence des festivals, parce que finalement on l'a abordé, alors je vais essayer de résumer ça, et Mathieu l'a dit, toi aussi d'une certaine manière, Yves, c'est l'accueil. Tu as parlé de Claude Nobs, tu as parlé des fondateurs du Festival de Jazz de Montreux, et c'est ce qui a fait la norme, l'incroyable différence avec les États-Unis, c'est qu'on a considéré dans les années 60, et il ne faut pas oublier Nice aussi, quand on parlait du sud de la France. Jean, mais après les deux ensemble, qui a été le précurseur pour Montreux. Nobs était là-bas, a vu ça, s'est dit on veut le faire à Montreux. Mais c'est l'accueil. Ils accueillaient, on a commencé à accueillir les artistes comme des artistes et pas juste des gens capables de remplir une salle. C'est pas la Nouvelle-Orléans où le jazz est assimilé à une sorte de folklore. Il y a eu dans trois une quartiers. véritable tradition d'accueil, une prise au sérieux des artistes, une considération pour eux, et ce qui a fait qu'il y a eu l'essor qui était celui-là, et parce qu'on les accueillait comme tels à Montreux, les gens leur payaient une loge pendant 3 jours pour aller regarder les montagnes, pour jouer. Donc les types, du coup, quand vous les accueillez bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous faire un super concert. Ça a été le cas avec Bill Evans, qui a reçu un Grammy pour son disque à Montreux. Ça a lancé le Festival de Jazz de Montreux aussi, parce que tout d'un coup, ça l'a fait connaître sur la scène internationale. C'était vraiment ça. Miles Davis à Montréal aussi, qui a été Même chose. des grands On vous accueille, on vous prend au sérieux, on vous absolument. considère. En Suisse, actuellement, vous avez le Festival de Jazz de QI qui a débuté hier soir, donc qui lui est resté, alors contrairement à Montreux qui est devenu une grande machine, on va dire pan musical avec un peu de jazz et beaucoup d'autres choses, le Festival de QI lui est resté très attaché aux musiques improvisées avec une place aussi pour l'Afrique, Manu Dibango et d'autres musiciens. C'est un festival qui est resté pas trop grand, qui attache une certaine qualité musicale, pas forcément toujours recherchée par le grand public, qui est très intéressante. C'est un très très joli festival. Vous vouliez dire, ma chère Non, je soulignais juste que Aldo Romano expliquait qu'à New York, la concurrence est telle que c'est très compliqué de jouer dans les clubs new-yorkais et qu'en plus, quand on joue, il y a d'autres batteurs, enfin, il peut citer des batteurs, mais aussi des musiciens de jazz qui viennent, qui sont au premier rang pour voir si vous allez leur piquer la place. Donc on sent que vraiment, il y a une espèce de tension à New York qu'il n'y a peut-être pas ici ou moins. J'ai l'impression que c'est plus... Mais il y a un aspect bon enfant, parce que le Festival de plus Jazz qu'à de New York, où ça a Montréal, l'air d'être la guerre particulièrement le Festival de Jazz de Montréal, 2 tiers des concerts qui sont présentés sont des concerts gratuits en plein air. Alors, il y a un aspect aussi de démocratisation du genre, parce que des gens qui n'iraient pas payer parce qu'on ne connaît pas un saxophoniste, on ne connaît pas un guitariste, on va pas aller dépenser 50, 60, 70 $ pour aller l'écouter. Mais si on nous présente le truc en plein air, bien là, peut-être que l'année d'après, quand le musicien va être rendu en salle, bien, on va faire le pas. Donc, il y a un aspect aussi pédagogie de la chose qui est très important à souligner. En tout cas, dans le cas du Festival de Jazz de Montréal, ça, c'est indéniable. Voilà donc, et vive cette musique extraordinaire qu'est le jazz. Le premier tweet vient de RFI Musique qui nous invite à écouter ou réécouter l'émission L'épopée des musiques noires sur l'origine du jazz en France avec Laurent Cuny, disponible sur le site de RFI en podcast dans le monde entier. Un tweet de Citizen Jazz, site entièrement consacré au jazz qui évoque le nouvel album d'Aldo Romano, qui est donc un batteur à la base extrêmement sophistiqué, Liberissimus, dans la nouvelle collection, donc live au Triton. Et enfin un tweet du site sénégalais au Sénégal.com qui annonce la 23e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis au Sénégal, qui se tiendra du 20 au 25 mai, un des plus grands festivals d'Afrique et un endroit, Saint-Louis du Sénégal, si vous avez l'occasion d'y aller, qui est vraiment absolument magnifique, extraordinaire. Notre dernier sujet sera consacré donc aux différentes foires et salons du livre qui se tiennent en ce moment à Bruxelles, à Paris. Bien évidemment, certaines viennent de clôturer de ces foires du livre avec... des chiffres de fréquentation en baisse, sont-ils en voie ou vont-ils disparaître ou se modifier? Nous verrons ça donc tout à l'heure, puisque les éditeurs commencent à boycotter ces manifestations. Tout de suite, avant ce dernier sujet, en remerciant Yves Bigot de nous avoir accompagnés, nous allons découvrir l'irremplaçable zapping culturel d'Aurore Martier et d'Estelle Martin-Mavoisie. Tout commence par un héros, disparu depuis 40 ans. Mais tout le monde le connaît, voyons, c'est Tintin. 2 scénaristes belges dont le nom est encore tenu secret vont plonger Tintin dans une aventure liée à l'actualité. De tout temps, on a fêté le 1er avril avec de joyeuses facéties. Rappelez-vous, Adam et Ève. T'es portugaise? T'es ashkénaze? Et ça va, on peut discuter quand même, waouh! Et voilà, maintenant ça chiale. Ça, je comprends. Ça, c'est international, ça. La
la dépression fait encore partie de moi. Même quand on connaît le succès, on peut se sentir très mal de temps en temps. La vie est une bataille permanente pour trouver le bonheur. Que l'on se souvienne de mon ascension fulgurante et non de ma descente funeste. Ne me tuez pas une seconde fois. Ça doit pas être facile, non? Vous en connaissez, vous, des vies où c'est facile tous les jours? Putain, qu'est-ce qu'il fout là, cet enculé? Et ce personnage de Franck, oui, il est ordinaire, il est banal, mais il va lui arriver quelque chose d'exceptionnel et sa vie a quelque chose d'universel et qui peut parler au plus grand nombre. On est bleu de lui, seulement pour 48 heures. Plus de 3,5 millions de vues, 55 000 likes en moins de 24 heures et ceci n'est qu'un début. Lâché sur les réseaux sociaux hier, le dernier clip de Stromae a eu l'effet d'une bombe. Face à la multiplication des destructions par les groupes armés islamistes, les étudiants voudraient étendre à la Syrie et à la Libye leur travail de sauvegarde. Mathieu à droite et Chance à gauche sont boursiers d'un réseau européen de recherche spécialisé dans la sauvegarde du patrimoine. Leur idée, c'est ce site internet, une plateforme pour redonner vie virtuellement au musée irakien. Une fanfare montoise et des œuvres étrangères. Ce sont des œuvres d'art qui se sont échappées de leur musée. Voilà, c'est son chien Gromit ont déboulé sur les écrans il y a 25 ans. Mais personne ne connaît véritablement les secrets de ce studio qui expose pour la première fois films d'archives et maquettes. Depuis un demi-siècle, la maison Smalto habille les plus grands. C'est LA signature de l'élégance au masculin. Il doit être habillé avec des vêtements qui ont une ligne, qui ont une pureté dans la ligne, qui ne sont pas chargés par des fantaisies. La tradition, c'est les plumes, c'est les paillettes, c'est le glamour. L'innovation, elle est dans cet équilibre précaire, difficile à trouver entre les technologies du passé, qui sont ici dans le Lido, et les technologies d'aujourd'hui. Paris, je ne peux plus attendre. Eh la joliesse Tu veux te coiffer? Tu veux faire quoi? Je connais une bonne coiffeuse là, elle va te coiffer, tout Paris sera à tes pieds. J'invite tout le monde à venir voir la pièce parce que vous allez vous fendre la gueule quoi. La musique peut permettre aux gens de s'entendre, la musique peut créer l'union et une bonne synergie pour le vivre ensemble. Donc, les salons du livre sont-ils en voie de disparition après cet excellent Zap Culture? La foire du livre de Bruxelles, qui s'est tenue début mars, a vu une légère baisse de fréquentation. Le salon du livre de Paris a été marqué par le boycott d'un certain nombre d'éditeurs historiques, comme par exemple la maison Stock. Que va-t-il se passer à Genève, à Montréal? Nous en discutons donc juste après ce sujet. La nouvelle édition du Salon international du livre de Québec, cette année, les lecteurs pourront retrouver ou découvrir de nombreux auteurs grâce aux 140 animations prévues. Il va y avoir une table ronde, ça s'appelle « À boire et à manger en littérature » avec Bernard Pivot, Christine Brouillet et Anne Fontaine qui a écrit le livre sur les belles-sœurs de Michel Tremblay. Donc, écoutez le beau moment. À quel nom? La relève littéraire occupera également une place de choix avec des écrivains comme Gabriel Anctil, Nicolas Dickner ou Michaela Nicole. Il y a des talents là qui sont tellement surprenants. Écoutez, il y a une relève littéraire fabuleuse. Et qui dit relève, dit aussi jeunes lecteurs, qui déferlent chaque année de plus en plus nombreux. La programmation du Salon international du livre 2015 s'annonce riche et intéressante. Ici Anne-Josée Cameron, Radio-Canada, Québec. Donc, les salons du livre sont-ils en voie de disparition? Question, la foire du livre de Bruxelles, mon cher Alain, a connu quelques difficultés cette année. Mais ça remonte à déjà il y a un certain nombre d'années. 70 000 visiteurs en 2012, 60 000 en 2015. C'est toujours aux environs du mois de mars. Malgré un engouement réel de la part de tout le monde culturel, des médias, etc.,
c'est assez difficile d'analyser les raisons et on voit bien d'ailleurs que j'ai essayé de scruter un petit peu ce qu'en disent les médias. On voit bien qu'il y a une espèce de pudeur par rapport à ça. On n'ose pas trop parler de ce déclin de la fréquentation, comme si essayer d'analyser les choses de façon un peu critique ou clinique était déjà une espèce d'imposture et de sacrilège. Il y a un tabou qui serait... Je vais vous dire quel est le tabou. Le tabou, c'est de dire que ce n'est pas le salon qui est en déclin, c'est le livre en soi. Exactement. Et évidemment, là, on s'attaque à la littérature, donc on... Et pourtant, je pense qu'il faut se poser un certain nombre de questions. Personnellement, en tout cas, je préfère que le public aille voir les libraires, parce que eux, ils ont dans leur petit espace, parfois de petites villes, un rôle culturel à jouer, un lieu de rencontre. Qu'il en reste. Mais justement, c'est la raison essentielle. Je pense que c'est aussi un lieu de rencontre, un lieu de discussion. On voit bien que les librairies aussi, à l'année longue, comme on dit chez vous, tout au long de l'année, essayent également d'organiser des rencontres avec des écrivains, des débats, des conférences. Ce sont de petits centres culturels. Je pense que c'est une évolution. Et personnellement, je trouve que c'est plus important qu'une espèce de grande rencontre annuelle où l'on célèbre le livre, mais peut-être en hésitant parfois à se poser les vraies questions quant à son avenir. Il faut être clair, les chiffres sont partout en baisse. Voilà. Et il y a donc Paris, un phénomène qui a été réel. marquant ces dernières semaines, c'est le boycott du groupe Hachette qui n'y va plus. Qui est quand même le plus grand éditeur en France considère que l'endroit, alors c'est la porte de Versailles, est un endroit qui est devenu maintenant... un peu pathétique sur le plan de l'organisation et problématique sur le plan, il faut le dire, des affaires aussi. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'être là avec les représentants, d'aller à la rencontre du public, ils ont probablement tiré la conclusion du fait que ça ne leur apporte plus rien. Alors, moi, ce qui me gêne un peu, c'est que ça fait un peu hypermarché du livre. C'est vrai que moi, je préfère les rencontres. Et c'était une des excuses données, ou je ne sais pas si vous parlez d'excuses parmi certains grands groupes qui ont boycotté le Salon du livre à Paris, c'est de dire, nous, on préfère cibler les rencontres dans les librairies avec les auteurs. C'est vrai que, en plus, ça me dérange un peu ce côté hypermarché du livre, et aussi le fait est que, bon, Amélie Nothomb, elle va avoir 12 000 personnes devant elle, et puis à côté... En même temps, ça a marché pendant des années. C'est justement ça le problème d'aujourd'hui. C'est pourquoi tout d'un coup, ça ne marche plus. Non, si, quand même. Mais il n'empêche que l'endroit, la porte de Versailles, est désespérant. Mais je pense que c'est l'anti-hétérotisme personnifié en bâtiment. Oui, mais Guillaume, d'accord. C'est pas le cas chez nous, et pourtant il y a un phénomène quand même de déclin. Excuse-moi. Mais vous êtes, ici à Paris, un lieu où les librairies, il y en a. Je vais prendre une expression québécoise, on se barre les pieds dedans. Là, on sort dehors et il y a une librairie. Au Québec... De moins en moins, Mathieu. Mais imaginez, mais justement, à plus forte raison, imaginez que vous êtes au Québec, dans des régions industrielles où il n'y a pas tant d'événements culturels que ça, où c'est très difficile, d'avoir encore des librairies. Donc, les événements comme les Salons du livre, quand on va, par exemple, dans des villes comme Rimouski, comme Saguenay, à l'extérieur des grands centres, ce sont des événements culturels qui sont très importants parce que premièrement, c'est une hyper-librairie qu'on va retrouver pendant une semaine dans un lieu. On va rencontrer des auteurs. Et je suis d'accord avec vous, il y a un aspect marchand du livre qui déplaît. D'ailleurs, un des bons chroniqueurs au Québec... Triste marchand du livre. Un des bons chroniqueurs au Québec actuellement, David Desjardins, qui est pour le journal Le Devoir, qui est aussi auteur, disait que lui, dans les salons du livre, il trouvait que il se sentait comme dans un centre d'achat. Et lui, il n'aime pas les centres d'achat, mais il dit, pour un certain public, de se retrouver dans un centre d'achat, ben on se sent dans nos pompes, on est à l'aise là-dedans. Donc, il y a un certain public qui va aller chercher de la littérature là-dedans, même si je suis d'accord. Peut-être que des fois, les livres qu'on va primer là-dedans, mais ce seront des livres de recettes, ce sera rarement de la littérature. Mais à tout le moins, ça, je crois il y a qu'à des Paris, rencontres. par exemple, c'est pas là le problème. Ils font vraiment une fixation sur la porte de Versailles, considérant qu'en fait, les gens du monde entier ont envie d'aller dans le centre de Paris. Ça se passe le Grand Palais, ça serait mieux, en fait. La plupart des éditeurs, en fait, diraient il n'y aurait pas de problème, il n'y aurait pas de problème pour le Salon du Livre s'il émigrait vers le Grand Palais. Ils en ont marre d'être dans un endroit qui accueille 2 mois avant le Salon de l'automobile. On n'est pas fait pour ça. C'est le procès du lieu qui est fait en général. Alors, ce qui est étonnant, quand je vous écoute, c'est que le Salon du Livre à Genève, qui débute donc dans 2 semaines à peu près, lui a lieu également dans une entité qui accueille un concours hippique, le Salon de l'automobile il y a quelques semaines et autres. Salon de l'agriculture, en France, c'est Porte de Versailles. Alors, il n'y a pas le Salon de l'agriculture, mais il y a plein d'expos. Là, ce n'est pas l'expo à Genève, c'est près de l'aéroport. C'est un grand centre qui accueille un peu ce que vous souhaitez faire. Ça fonctionne bien depuis des années. Il y a entre 90 et 100 000 visiteurs chaque année. On verra cette année ce que ça donne.
Par contre, ce sur quoi on met l'emphase, alors je ne sais pas si à Paris on est plus blasé qu'ailleurs, mais pour le public, ce qui est souvent important, évidemment, c'est voilà, il y a 800 auteurs qui sont invités, donc c'est la rencontre avec l'auteur, parce qu'en Suisse, ça n'a quand même pas la possibilité tous les jours d'avoir droit à des séances de dédicaces dans les librairies, et il y a plus de librairies par habitant en Suisse qu'il y en a à Paris, ce qui renforce encore aussi l'exception par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, mais ça fonctionne. Mais témoin peut-être de ce que vous expliquiez, c'est-à-dire des difficultés des salons aujourd'hui du livre, en tout cas il y a une volonté cette année, à voir comment ça fonctionne, de vraiment ancrer ce salon dans l'interactivité. Il y a pas mal de choses qui ont été pensées, qui seront des premières dans un salon du livre. Il y a les ateliers d'écriture, il y a Cadavrexki géant sur pont roulant, il y a des rencontres qui sont organisées, des salons divers et variés entre auteurs ou sur des thématiques, et pas simplement d'ancrer le salon dans côté centre d'achat. Vous avez des rayons qui défilent comme ça, vous pouvez prendre ce que vous voulez. À voir, je pense que à voir si effectivement la Suisse sera aussi touchée. Je pense que c'est aussi extraordinairement, enfin, si on doit expliquer ça sur les 10 dernières années, c'est extraordinairement concurrencé par Amazon. Car il y avait beaucoup de gens qui avant allaient au Salon du Livre pour de simples raisons d'information. Mais pas en Suisse alors, pour l'instant. Oui, pas en Suisse. Mais à voir cette année. Ce serait intéressant de voir cette année si c'est le cas ou pas. Oui, mais là, par exemple, il y avait le focus sur les écrivains brésiliens. Sur le Brésil, on connaît mal, même si on est... Moi, je veux bien, je vais aller sur Amazon, je vais taper littérature brésilienne. C'est pas ça qui va me renseigner sur les Vous allez tomber première occurrence, Paulo Coelho. Voilà, super. Donc, voilà. Donc, c'est tout l'intérêt des salons du livre. Et je vois à Palexpo, il y a tout un focus sur la littérature africaine et c'est l'occasion de parler de ces écrivains et surtout de les faire venir, de les faire découvrir. C'est intéressant. Oui, ça, et ça va mettre le contraire. Mais ça va mettre un lectorat en contact avec des choses vers lesquelles il ne serait pas nécessairement allé a priori. Et je vais vous donner l'exemple du Salon international du livre de Québec qui est jumelé avec le Festival de la BD francophone. Alors, quand on va au Salon du livre de Québec, on va aller dans les kiosques, on va aller voir nos chefs cuisiniers qui lancent leurs livres. Mais si on marche un peu, à un moment donné, on va tomber sur un kiosque de jeunes maisons de BD. Je pense par exemple aux éditions Papa, qui est une des plus belles petites maisons d'édition de BD actuellement à Montréal. Bien, ils sont là. Alors, eux, ça peut leur faire rencontrer du nouveau public. Et je suis persuadé que le fait que, oui, avec tous les travers que ça peut avoir, ces trucs-là, des gens qui aiment cette chose qu'on appelle le livre, peu importe le type de livre que c'est, bien, vont aller au contact de choses vers lesquelles ils ne seraient pas allés d'habitude. Et ça, en tout cas, je suis très critique de l'institution en tant que telle, mais il faut quand même souligner que ça peut avoir des effets positifs et au moins, on va se déplacer pour des livres et pas pour d'autres choses. Alors, juste pour ça, pourquoi on cracherait dans la soupe? Non, mais c'est vrai, mais en même temps, ce que dit Guillaume est tout à fait vrai. J'ai eu un moment de grande angoisse. Non, mais c'est... Oui, Raoul, je croyais que tous les chefs s'appelaient... Non, mais du moment que tu ne m'appelles pas Raymond, tout va bien. C'est parce que je suis à la place d'Yves. Oui, c'est ça. Mais moi, je pense que c'est vrai. Il y a aujourd'hui un salon du livre permanent qui se trouve sur votre téléphone et qui vous permet en effet d'accéder à plein de choses, de découvrir plein de choses, et qui vous conseille en fonction de vos intérêts, qui vous conseille aussi d'autres possibilités d'achat, de consultation, etc. Mais les algorithmes, c'est prouvé, Alain, que les algorithmes nous tiennent dans un champ qui nous incite pas à découvrir des nouvelles choses. Et je pense que on va, mais c'est une discussion qui ira bien au-delà, mais ce serait intéressant de la voir aussi, est-ce que l'on va pouvoir un jour réconcilier algorithme et curation? C'est-à-dire quelque chose qui est basé sur une fréquence statistique de privilège qui est donné à tel ou tel genre, tel ou tel auteur, tel ou tel type d'œuvre, et alors de la curation, c'est-à-dire de la recommandation qui est faite par des experts, etc. Mais ce serait un débat pour une prochaine émission, je le suggère. Mais c'est justement ce que permet de faire la fameuse, c'est la bulle des filtres, le filter bubble, dans laquelle nous enferment les algorithmes. Et ce que le Salon du Livre permet de faire, malgré tous ses défauts, je suis d'accord avec vous, les salons du livre au Québec, là, on croise des chevaliers avec le plastron et tout, et les jeunes vont chercher les signets qui sont donnés par ces gens-là. Bon, il y a un côté marchand du temple, mais on peut potentiellement faire, puis je le dis en étant un grand internaute amateur de tous ces sites-là, on peut peut-être faire des découvertes plus intéressantes parce que il n'y a pas de filter bubble. On va tomber sur la petite maison d'édition
de BD à côté de la grande maison d'édition de livres de cuisine. Et ça, actuellement, sur Internet, avec les algorithmes... Oui, mais il faut quand même avoir la curiosité, parce que c'est vrai que souvent, quand on dit à quoi sert un salon du livre, on va dire parce que vous aimez la BD, vous aimez les livres de cuisine. Alors, par hasard, vous allez tomber sur ce grand auteur brésilien et vous allez avoir la révélation. Je n'en suis pas sûre. Et en revanche, dans les salons du livre, alors c'est pas vraiment des salons du livre, mais il y a des festivals comme le Festival America qui met en avant la littérature anglo-saxonne et qui fonctionne vraiment. Alors là, vraiment, il y a un public. À Lyon. Non, à Vincennes. À Vincennes, à Vincennes. Et il y a aussi le Festival Étonnant Voyageur qui, là aussi, draine un grand public. Bravo. J'essaye. Mais il y a aussi... N'oubliez pas d'appuyer sur le buzzer, Guillaume. Appuyez sur le buzzer. Non, mais ça, et on sent qu'il y a une vraie appétence. Mais alors là, il y a peut-être aussi le filtre Bubble, c'est-à-dire que vous aimez la littérature anglo-saxonne, donc vous allez à America, vous aimez les récits de voyageurs, donc vous allez au Festival Étonnant Voyageur. Donc là, je ne sais pas où est la marge, mais c'est des festivals plus petits. Je pense qu'à Paris, vous avez raison, Guillaume, c'est un peu le lieu qui est un peu... qui n'est pas un peu rébarbatif, voilà, qui ne correspond pas trop à ce qu'on attend de la littérature, une sensualité, une envie, voilà, quelque chose de sensuel. Porte de Versailles, c'est pas vraiment ça. Pour terminer cette discussion, voici quelques tweets. Le premier émane de Juste Focus, site d'art et de culture qui renvoie vers un lien où l'on trouve un bilan du 35e Salon du Livre de Paris. Le deuxième a été posté par Catherine Armand, organisatrice d'événements culturels, qui parle d'une opération qui aura lieu cette année à Genève, donc chez Michel, les écrivains du prochain Salon du Livre et de la presse de Genève. C'est vous, grâce à la création participative. Le salon aura lieu au Palexpo à Genève du 29 avril au 30 mai 2015. On termine par un post-it Facebook de la Foire du Livre de Bruxelles, remerciant tous les visiteurs de 2015 et l'édition 2016 aura lieu du 18 au 22 février 2016. Bien évidemment, vous nous laissez vos tweets avec le hashtag 200 millions de critiques et vos messages sur le site internet de TV5 Monde, la meilleure chaîne de télévision du monde. Nous sommes un soupçon chauvin, mais comme l'espace francophone est gigantesque, c'est une sorte de chauvinisme mondial, donc tout va bien. Du monde et au-delà. Ma chère Estelle. Mon coup de cœur va à Olivier Dubois, je vous en ai déjà parlé, c'est un chorégraphe, danseur avec un profil atypique puisqu'il a commencé la danse tardivement, il avait 20-21 ans, heureusement il était hyper lax, même s'il est plutôt enrobé comme garçon, mais il est très souple et il a beaucoup d'idées, beaucoup de talent. Et donc là, il a créé un ballet pour une grande dame de la danse qu'il aime beaucoup, franco-sénégalaise, Germaine Aconi, elle a 70 ans et donc il lui a créé un ballet qui s'appelle L'élu noir, c'est sur le sacre de Stravinsky. Et non mais c'est incroyable, 70 ans, vous imaginez? Danser sur Stravinsky. Ça commence bien. Elle voulait me faire un compliment, mais 70 ans, vous imaginez, Guillaume? Mais non, souple, mais Guillaume. c'est incroyable. Êtes-vous souple? Je regarde, des mains, c'est extrêmement souple. Donc c'est vraiment une très belle aventure humaine et artistique. Je te remercie. L'élu noir. Je te remercie. Peau de vache, va. Ne Mathieu. faites pas vos 80 ans. Ah, c'est vrai. Mais on va rester dans les Dubois. C'est pas Olivier, mais bien Fred Dubois. Aucun lien de parenté. C'est un événement qui a lieu à Québec. C'est à la fin mai. Et ça, c'est vraiment un des beaux succès théâtraux du Québec, et je dirais même du Canada. Ça s'appelle « Où tu vas quand tu dors en marchant ». Et ça a commencé en 2009. Tu dors en marchant. Où tu vas quand tu dors en marchant. Ça a commencé en 2009. C'était pour le 10e anniversaire du Carrefour international de théâtre, qui est le grand événement culturel du printemps à Québec. Et la directrice, Marie Gignac, avait demandé à Fred Dubois, qui est un de nos grands metteurs en scène, « Fais-moi donc un événement grand public ». Et donc, Frédéric Dubois a inventé un événement théâtral qui marie donc la danse contemporaine, le théâtre, les arts visuels, l'installation. C'est dans les rues, c'est à l'extérieur à Québec. L'an dernier, 110 000 personnes sont allées voir ces expériences-là, ces scènes. Donc, c'est dans des lieux incongrus. On crée véritablement du théâtre au sein de la ville. Ça peut être extrêmement poétique, ça peut être extrêmement dur. On a joué, je me souviens, moi, d'avoir vu une des éditions. C'était dans une piscine creusée, une piscine publique qui était vide parce que c'est le printemps, elle n'est pas encore remplie. Les comédiens étaient dans le fond de la piscine et nous, on était tout le monde autour de la piscine et on regarde la pièce qui se déroule. Alors, on investit les lieux de la ville. C'est un succès populaire, c'est un succès critique, c'est à la fois intelligent, c'est à la fois grand public. C'est vraiment un des beaux grands événements culturels qui ont été créés ces dernières années au Québec. Alors, si vous allez au Québec, si vous venez de l'extérieur, vous allez au Québec à la fin du mois de mai. C'est du 21 mai au 6 juin en Basse-Ville et dans le Vieux-Québec. Donc, ça s'appelle « Où tu vas quand tu dors en marchant ». C'est absolument magnifique. Chapeau à Frédéric Dubois, Marie Gignac et tous les artisans qui sont autour de ça. Mon cher Alain. Eh bien, le dernier film de Manu Bonmariage. Alors, Manu Bonmariage a fait
pas mal de films documentaires. Il a commencé sa carrière comme réalisateur à la RTBF dans une émission qui s'appelait Striptease, que vous avez aussi connue un peu partout, puisqu'il est passé notamment sur France 3. Et son dernier film s'appelle Vivre sa mort. C'est donc un film documentaire sur 2 hommes dans la soixantaine qui sont atteints d'un cancer en phase terminale. Et le film est vu du point de vue de leurs épouses qui voient cette fin de vie assumée et décidée. C'est évidemment extrêmement humain et extrêmement profond et touchant. Et par rapport à certains débats que j'entends, notamment ici en France, où parfois j'entends une certaine stigmatisation d'une législation qui est vue comme laxiste, comme déshumanisée, en Suisse d'ailleurs, et évidemment aussi en Belgique, je trouve que c'est intéressant d'essayer de revenir à la réalité concrète, au-delà de certains discours stigmatisants qui me rendent parfois honteux, pas du tout d'être belge, mais honteux pour ceux qui les tiennent. Ça se pratique en Suisse. Exactement, c'est ce que j'ai dit, oui. Okay. Mon cher Michel. Oui, donc, alors, Aldo Romano, on en a parlé, on l'a vu, on l'a entendu. Je vais vous parler de son bouquin que j'ai lu, donc Ne joue pas fort, joue loin. C'est un formidable livre qui revient sur les 50 ans de carrière de jazz d'Aldo Romano, sur sa vie, sur... c'est les soucis du quotidien, c'est la difficulté à boucler les fins de mois, c'est l'impossibilité de dormir, c'est la vie la nuit. Et il n'y a absolument aucune trace dans tout le livre, finalement, de la grandeur de son œuvre au présent. On le sait, nous, parce qu'on l'écoute, mais pas en le lisant. Et ça donne un filament d'intérêt, je trouve, pour ce livre, signé donc Aldo Romano. Coup de cœur, Marc Duguin, quinquennat, roman chez Gallimard, le voici, le voilà. Ce qui est intéressant dans le livre de Duguin, de mon point de vue, c'est le 2e tome, le premier s'appelait L'Emprise. C'est premièrement son actualité, on pense à Hollande, Sarkozy et tous ceux qui évidemment font partie de la scène politique française, probablement d'ailleurs pareil pour les Belges et les autres. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que ça va donner une série donc, chez nos confrères d'Arte, car au départ, ils voulaient faire une sorte de House of Cards français. Toutes les chaînes ont dit « Oh bravo, c'est formidable !» Puis après, ils sont tous passés sous la table de peur d'avoir des ennuis. Finalement, Arte poursuit l'entreprise. Et dernier point donc, de ce quinquennat, ce qui est assez fascinant, de mon point de vue, c'est pas tellement la littérature, c'est qu'à aucun moment, il y a un côté un petit peu, j'allais dire, mini Shakespeare là-dedans. Je prends toute proportion gardée, bien sûr. C'est qu'il n'est jamais question du bonheur des autres ou de l'organisation de la société, mais de cette âpreté que certaines personnes ont à vouloir le pouvoir, qui ne nous habite pas tous les 5, mais qui visiblement habitent d'autres personnes. Le roman est signé aux excellentes éditions Gallimard. Nous étions ravis de vous accompagner pendant ce 200 millions de critiques. On se retrouve évidemment toute la joyeuse bande la semaine prochaine. Vive le monde, vive nous. Ciao. Bye bye.